Ah, Marcia. Deux minutes. Dans 2 minutes, Serge. 2 minutes. 2 minutes. Ah, c'est pas comme ça. 2 minutes, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, ça va partir. Voilà. D'accord. Ah. Pardon. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. C'est donc la deuxième séance de ce mini-cours sur les formes et les fondements de la solidarité humaine. Et comme je vous le rappelle, il s'agit d'un cours qui est un peu organisé autour de Internet vient de être déconnecté. Ah, d'accord. À l'instant, on attend. Ça marchait complètement. C'est bon. Donc, je recommence ou pas? Je recommence, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième séance sur ce cours, ce mini-cours qui s'intitule « Les formes et les fondements de la solidarité humaine » autour de la théorie de l'attachement social. L'attachement social, comme vous le savez, est le titre du dernier livre que j'ai publié. Et donc, on doit excuser aujourd'hui Nadia Guimarès, qui était souffrante
déjà mardi dernier et qui a préféré se reposer aujourd'hui et qui, je l'espère, ira beaucoup mieux à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais reprendre la question sur laquelle nous nous étions arrêtés en fin de séance dernière, à savoir la question de l'entrecroissement inégal des liens sociaux. Je voudrais aujourd'hui traiter de cette question pour bien montrer combien l'analyse des liens sociaux nous place immédiatement dans une problématique des inégalités sociales. Et vous verrez que je vais prendre aujourd'hui en compte la question donc, des classes sociales et les inégalités donc, des liens sociaux selon les liens sociaux, du point de vue donc, des catégories socio-professionnelles notamment. Alors, j'avais listé la semaine dernière les différentes questions que nous allions aborder dans ce cours. J'ai commencé, vous vous rappelez, par vous parler du tissage des liens sociaux en vous proposant une approche conceptuelle inspirée des travaux de Durkheim notamment. Et aujourd'hui, donc, l'entrecroissement inégal des liens sociaux. La suite du programme, je la rappelle, donc dès la semaine prochaine, nous parlerons donc des liens sociaux, mais au sens des luttes sociales, des mouvements sociaux. Ensuite, toujours la semaine prochaine, je vous parlerai de la dynamique internationale des régimes d'attachement social, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer profit de la capacité que nous avons aujourd'hui dans les sciences sociales de faire des comparaisons internationales. Et je vous proposerai donc un cadre analytique pour analyser ce que j'appelle des régimes d'attachement social. Ensuite, ça sera la dernière semaine, c'est la 3e semaine de ce cours, ce sera donc le mardi de la 3e semaine, je reviendrai de façon plus précise sur la réalité sud-américaine de l'attachement social, avec une analyse plus poussée des variations que l'on peut trouver entre les pays du continent sud-américain, et notamment autour de la question du familialisme. Et enfin, la dernière séance sera consacrée aux perspectives de recherche que l'on peut dessiner à partir donc de la théorie et autour de la théorie de l'attachement social. Voilà le programme. Alors, aujourd'hui, la question de l'attachement social, je vous renvoie, les thèmes que je vais traiter aujourd'hui renvoient plus spécialement aux chapitres 5, 6 et 7 de ce livre, qui est donc notamment, vous verrez que dans le livre, je parle directement de l'entrecroissement inégal des liens sociaux et des anxiétés de l'attachement. Je rappelle aussi que la séance passée portait plus spécialement sur les 3 premiers chapitres de mon ouvrage. Et vous retrouverez tous ces chapitres que j'utilise pour nourrir ce cours, vous les retrouverez puisqu'on les a mis sur le Moodle de l'université. Alors, le plan que je voudrais suivre aujourd'hui, il est le suivant. Tout d'abord, je voudrais essayer de vous montrer, tout à fait dans le prolongement de la question abordée mardi dernier, le risque inégal de rupture des liens sociaux. Il s'agit d'essayer de voir, selon les différentes catégories socio-professionnelles, quel est ce risque et dans quelle mesure il est vraiment inégal selon la classe sociale, notamment. Ensuite, pour aller un peu plus loin, pour ne pas se contenter d'une approche simplement consistant à dire le lien existe ou le lien est rompu, on va essayer d'analyser de façon plus précise dans quelle mesure les liens peuvent aussi fragiliser et dans certains cas aussi oppresser. C'est-à-dire dans quelle mesure c'est les liens eux-mêmes tels qu'ils sont constitués qui sont facteurs d'inégalité. Il ne s'agit plus seulement à ce stade donc d'opposer les liens qui sont maintenus et les liens qui sont rompus, mais essayer de voir la dynamique des liens, et dans la dynamique des liens aussi donc les situations, les configurations qui expliquent la fragilité de ces derniers ou le caractère oppressif de ces derniers. Et enfin,
dans la troisième partie de ce cours, de cette séance, je voudrais aborder et revenir plus spécialement sur le concept de disqualification sociale que j'ai élaboré dans mes travaux, dans mes précédents travaux, et notamment pour adopter une approche dynamique, c'est-à-dire essayer de voir dans quelle mesure on peut analyser aussi les inégalités à travers donc les trajectoires que peuvent connaître les personnes que l'on étudie. Donc, avoir une approche dynamique et en termes de processus de la disqualification sociale. Le premier point, donc, qui renvoie plus spécialement au chapitre 5 de mon ouvrage, le risque inégal de rupture des liens sociaux. Alors, pour cela, je vous rappelle que je vous avais, mardi dernier, proposé déjà de réfléchir à partir du détail d'une mosaïque couvrant les murs d'une salle du palais de l'Alhambra à Grenade. On avait de façon attentive examiné cette mosaïque et en essayant de voir dans quelle mesure on pouvait analyser le tissage des liens sociaux. Car effectivement, dans chacun des carrés, puisque cette mosaïque est constituée de carrés et de losanges, et que si l'on identifie chaque segment du losange à un type de lien, le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté, et que l'on considère que chaque carré peut représenter un individu ou un groupe, on peut très vite s'apercevoir que dans la mosaïque, finalement, chaque carré est finalement traversé par les 4 segments constitutifs dans cette réflexion, donc dans ce schéma, dans cette schématisation constitutive des 4 types de liens sociaux. Ainsi, on a, si vous voulez, on voit, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette représentation, c'est-à-dire qu'on a véritablement l'idée même, une représentation graphique de l'idée même que déjà Durkheim avait, c'est-à-dire que finalement, l'individu n'est complet qu'à partir du moment où s'entrecroisent en lui différents types d'attachements à différents groupes et donc différents types de liens sociaux. Et donc, la socialisation consiste finalement à entrecroiser en chacun d'entre nous ces 4 types de liens sociaux et de faire en sorte que l'individu devienne un être social solidaire, c'est-à-dire un être social attaché aux autres et à la société. Et donc, en analysant ce processus de socialisation, on se rend compte que finalement, ces 4 types de liens vont se retrouver au cœur du processus de socialisation et finalement intégrer en chaque individu. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que cette représentation graphique permet aussi de voir que ces 4 types de liens qui s'entrecroisent en chacun d'entre nous, en chaque individu ou en chaque groupe, sont aussi ces liens qui attachent les individus les uns aux autres et à la société dans son ensemble. Sauf que cette configuration, si on la circonscrit dans un cadre limité, délimité, on voit très bien qu'on peut très bien voir à la périphérie du carré central que vous voyez ainsi représenté, vous avez des carrés qui sont pourvus que d'un ou 2 types de liens sociaux. C'est-à-dire que finalement, on pourrait représenter ainsi la société avec finalement en son cœur des individus qui sont parfaitement intégrés au système social, c'est-à-dire parfaitement attachés les uns aux autres et à la société par un processus de socialisation qui a abouti à un entrecroisement complet, et finalement une périphérie où les individus n'ont pas eu tout à fait cette possibilité, cette chance d'être particulièrement attachés les uns aux autres et sont dépourvus de certains de ces liens sociaux. Alors, on peut tout à fait imaginer que, par exemple, quand on voit un carré où il n'y a qu'un segment, par exemple, qui le traverse,
pourraient être représentés. Bon, on l'avait dit la dernière fois, ça peut être par exemple des sans-abri qui effectivement se situent à la périphérie de notre système social et ne bénéficient pas de tous les avantages que peuvent bénéficier les autres individus. On pourrait ainsi réfléchir à ces inégalités de cette façon. Mais vous voyez qu'une représentation graphique nous aide à penser, mais encore faut-il faire l'exercice d'un détour par l'empirie et par les enquêtes. Essayons de voir dans quelle mesure cette représentation graphique est finalement conforme à la réalité sociologique elle-même. Est-ce qu'on peut remarquer des inégalités selon les 4 types de liens sociaux? Alors pour cela, et à partir de nombreuses enquêtes que nous avons à notre disposition, que nous réalisons nous-mêmes, nous pouvons essayer de construire des indicateurs de rupture des liens sociaux. Essayons de voir dans quelle mesure on peut analyser la rupture du lien de filiation, la rupture du lien de participation élective, la rupture du lien de participation organique et la rupture du lien de citoyenneté. Alors, il existe plusieurs indicateurs. Ce que je vous propose de prendre comme indicateur pour ce petit exercice, c'est pour le lien de filiation, partir par exemple de l'absence de relation avec ses parents. Il existe des individus qui ont des parents, mais avec qui ils n'ont plus aucune relation. Ils ne les voient plus, ils n'ont plus de relation régulière avec leurs parents. Alors, essayons de voir si justement on va retrouver des inégalités selon, par exemple, la catégorie socio-professionnelle. Si on prend le lien de participation élective, on a plusieurs indicateurs possibles. Je vous propose de réfléchir à l'un d'entre eux qui est la participation à la vie associative selon la catégorie socio-professionnelle. Essayons de voir quels sont les individus qui ne participent pas à la vie associative, qui se tiennent à l'écart de tous ces lieux de sociabilité, qui n'ont pas cette possibilité d'être actifs et de pouvoir donc être en relation avec des personnes qu'ils ou elles ont pu choisir par affinité. Pour le lien de participation organique, qui renvoie, comme vous le savez, aux liens qui sont tissés dans le monde professionnel, dans le cadre du travail, on peut bien sûr prendre la rupture à partir d'indicateurs très classiques comme le taux de chômage, par exemple. Les individus qui sont au chômage sont par définition au moins temporairement en dehors du monde du travail. On peut aussi prendre en compte le taux d'emploi précaire, car ceux qui sont en emploi précaire n'ont pas effectivement toutes les garanties que peut apporter un emploi stable. Et on peut essayer de voir, à partir d'indicateurs comme cela, et si effectivement il y a des inégalités très fortes selon la catégorie socio-professionnelle. Alors, je devrais peut-être tendance à dire que dans un pays comme le Brésil, où la société salariale n'est pas aussi développée qu'elle peut l'être dans certains pays européens, par exemple, où la couverture, par exemple, des emplois par les conventions collectives, par la protection du travail, le droit du travail est sans doute moins développé. On pourrait prendre d'autres indicateurs, comme par exemple le taux d'emploi informel. Ça pourrait être aussi un indicateur de la faiblesse de la participation au monde professionnel, au moins au sens du lien de participation organique. Enfin, le lien de citoyenneté pourrait l'appréhender par le fait, la rupture de ce lien de citoyenneté par le fait d'avoir le sentiment, d'éprouver le sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés, sachant que ce qui fonde le lien de citoyenneté, c'est le principe d'égalité, c'est le principe que tous les individus ont accès à des droits qui fondent donc le principe même de la citoyenneté, et le sentiment que l'on n'a pas la possibilité d'être respecté dans ses droits est un indicateur de rupture du lien de citoyenneté. Alors, voilà des indicateurs, et je voudrais donc vous passer en revue un certain nombre de résultats d'enquête. Pour commencer, donc, en partant du lien de filiation. L'absence de relation avec ses parents
Donc, on prend en compte dans l'enquête des personnes qui ont des parents en vie et on essaye de voir dans quelle mesure ces personnes ne rencontrent jamais ou rarement leur père ou ne rencontrent jamais ou rarement leur mère. Et essayons de voir si cet indicateur varie selon la catégorie socio-professionnelle. Alors, l'usage des catégories socio-professionnelles est très courant dans la sociologie française parce que nous avons des nomenclatures très précises pour qualifier les classes sociales et donc les catégories socio-professionnelles. C'est un peu moins le cas au Brésil, mais on peut en tout cas très facilement distinguer la catégorie des ouvriers, la catégorie des employés, la catégorie des classes moyennes, des professions intermédiaires, par exemple, la catégorie des artisans, commerçants, chefs d'entreprise et la catégorie la plus haute dans l'échelle des qualifications professionnelles, c'est la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc, regardons en fonction donc, de cette hiérarchie des catégories socio-professionnelles le pourcentage qui ne rencontre jamais ou rarement le père ou ne rencontre jamais ou rarement la mère. Alors, je crois que je n'ai plus le bouton pour montrer, mais en tout cas, si vous suivez la catégorie la plus basse des ouvriers, vous voyez celle qui est au bas du tableau, vous avez 28%, 27,9% donc des ouvriers qui ne rencontrent jamais ou rarement leur père dans la région parisienne. Et quand vous passez d'une catégorie à l'autre, vous voyez que ce pourcentage diminue. Et il arrive finalement dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures à 4,3%. Vous voyez bien? Et donc, vous regarderez que ce pourcentage diminue régulièrement. Alors, on a fait aussi l'enquête dans la région de Strasbourg, sur un échantillon un peu plus réduit, et on voit en tout cas qu'on retrouve aussi des écarts qui sont moins importants, mais qui existent néanmoins. Alors, remarquez également que les individus ont plutôt tendance à conserver davantage de liens avec leur mère qu'avec leur père. Mais on retrouve le même processus, c'est-à-dire que les ouvriers rencontrent, la proportion de ceux qui rencontrent jamais ou rarement leur mère est de 21,3 dans la région parisienne, alors qu'elle n'est que de 3,6% dans la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc, ces résultats-là montrent quelque chose qui est important, qu'il faut étudier, c'est un fait, qui est souvent pas pris en compte quand on analyse les inégalités. Mais là, du point de vue du lien de filiation, c'est-à-dire les relations entre les enfants et les parents, on voit manifestement qu'il y a des écarts très significatifs selon les catégories socio-professionnelles. Donc, le risque de rupture, d'être finalement en dehors de la solidarité intergénérationnelle, elle est beaucoup plus grande dans les couches basses de la société que dans les couches supérieures. C'est un fait social très fort. Alors, la question qu'on pourra se poser, est-ce que ce qu'on observe dans la région parisienne est valable, quels que soient les pays du monde? Est-ce qu'on va retrouver ça à São Paulo? Est-ce qu'on pourrait faire l'analyse à São Paulo? Actuellement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas les données pour le faire, mais on pourrait essayer. Ça serait un très bel exercice de voir si effectivement, si on avait un échantillon représentatif, si effectivement on retrouve le même phénomène dans la région de São Paulo. En tout cas, vous voyez à quel point le risque de rupture peut varier d'un milieu social à l'autre. Alors, je prends maintenant un autre indicateur du lien de participation élective, qui est le lien affinitaire, le lien qui contrairement au premier, n'est pas le lien de filiation, je l'avais dit la semaine dernière, est un lien qui est assigné dès la naissance. On a des parents à la naissance. Le lien de participation élective est un lien qui se construit, qui procède d'une contractualisation, d'une participation volontaire à la vie sociale. Et donc, essayons de voir quelle est la participation à la vie associative selon la catégorie socio-professionnelle, toujours à la fois à Paris et à Strasbourg. Et là, vous voyez qu'il y a également des écarts significatifs. La participation à la vie associative est beaucoup plus importante
chez les cadres professions intellectuelles supérieures que parmi les ouvriers. Donc, on pourrait se dire que finalement, dans les catégories socio-professionnelles, on se consacre au monde du travail, on travaille beaucoup, et en fait, on pourrait penser que ces personnes qui sont des cadres, qui ont souvent des journées très longues, n'ont pas le temps de se consacrer à la vie associative. Or, c'est le contraire. Vous voyez que ce sont eux qui participent beaucoup plus à la vie associative que les catégories les plus modestes, donc au bas de la hiérarchie des qualifications. Et on retrouve un phénomène analogue aussi à Strasbourg. Alors, je n'ai pas là les tableaux concernant le taux de chômage et le taux d'emploi précaire, parce que je ne l'ai pas mis parce que c'est évident, vous savez très bien que le taux de chômage n'est pas le même selon la catégorie socio-professionnelle. Quand il y a des licenciements massifs dans les entreprises, les licenciés sont en premier, ceux qu'on licencie en premier sont les moins qualifiés, et donc le taux de chômage est toujours beaucoup plus élevé, quels que soient les pays d'ailleurs, dans les catégories les moins qualifiées que dans les catégories les plus qualifiées. Donc, je n'ai pas mis de tableau sur cette question-là. Et si on devait prendre en compte le taux d'emploi informel, par exemple, au Brésil, vous voyez très bien que les personnes qui sont dans l'économie informelle, qui travaillent dans cette économie informelle, appartiennent beaucoup plus aux catégories peu qualifiées qu'aux catégories supérieures, évidemment. Donc, ça me semble tellement évident qu'on pouvait se passer de tableau. Maintenant, prenons le lien de citoyenneté que l'on peut appréhender par le sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés selon la catégorie socio-professionnelle. Là aussi, on voit que on pourrait penser quand même que ce principe d'égalité qui fonde finalement une république, un pays démocratique, l'idée que les droits sont les mêmes pour tous, c'est quelque chose que chaque individu devrait avoir au fond de lui-même comme quelque chose de fondamental qui signifie véritablement son importance aux yeux de la société nationale. Or, vous voyez très bien que quand on pose cette question dans les grandes enquêtes, on voit très bien que là aussi, il y a des inégalités considérables, que le sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés, cette proportion est beaucoup plus élevée. Elle concerne presque un tiers de la population des ouvriers, ce qui est beaucoup, et diminue progressivement également selon la hiérarchie sociale. Et on trouve un phénomène un peu plus avec des écarts moins significatifs, moins importants, pardon, à Strasbourg, mais qui reste néanmoins significatif. Alors, vous voyez donc, on est là dans une analyse des inégalités qui conduit peut-être à voir que finalement, notre mosaïque, celle que je vous présentais avec sa périphérie, c'est-à-dire des catégories qui sont finalement moins pourvues de liens sociaux, ça a quelque chose quand même qui résonne assez bien, on voit plutôt dans ce sens. Alors, est-ce que c'est valable aussi quand on prend en compte la question du diplôme, du niveau de qualification scolaire? On peut distinguer le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau supérieur dans les qualifications. Alors ça, c'est en fonction des diplômes français, on pourrait faire exactement la même chose pour le Brésil. Et là, j'ai simplement essayé de projeter sur ce graphique la proportion d'individus qui sont pourvus de chaque type de liens sociaux, et j'ai essayé de visualiser visualiser ainsi la surface de l'attachement social selon donc, le niveau d'études. Donc là, plus c'est élevé, plus on est pourvu de chacun de ces types de liens sociaux. Alors, vous voyez que on voit se dégager un losange vert qui est dont la superficie est beaucoup plus importante que la superficie. Et donc, le losange vert, correspond finalement aux individus qui ont un niveau d'études supérieur, et cette superficie de l'attachement social est ainsi nettement supérieure à la superficie des individus qui sont titulaires d'un niveau de qualification
secondaires, et encore plus, vous voyez le dernier losange qui est celui qui est en bleu, vous voyez là que la superficie, pour ce qui caractérise donc les personnes d'un niveau de qualification primaire, on voit que ce losange bleu est nettement plus réduit, rétréci que les deux autres losanges, et encore plus par rapport, donc bien sûr, au losange vert qui caractérise donc la population munie de diplômes supérieurs. Donc on voit très bien, là aussi, des inégalités très très fortes. Je dirais que ce résultat-là est aussi très très significatif. Ça veut dire que finalement, à travers le système d'éducation, on prépare aussi, si vous voulez, les individus à être bien intégrés à la société. Et ceux qui vont le moins loin possible, qui vont le moins loin dans l'éducation, dans le système d'instruction, finalement, ce sont aussi les personnes qui sont finalement les moins pourvues de liens sociaux, c'est-à-dire finalement les moins attachées au système social. Donc, ce sont des résultats particulièrement forts, particulièrement significatifs, et qui montrent l'ampleur donc des inégalités quand on prend en compte ces 4 types de liens sociaux. Donc, c'est ce que je voulais essayer de montrer ici. Or, si vous regardez ce que l'on dans ce que l'on publie généralement, quand on parle des inégalités, on va commencer par parler des revenus, et on va faire des analyses des inégalités selon le niveau de consommation, le niveau de revenus. Or, vous voyez ici qu'on peut, à travers les liens sociaux, prendre une perspective plus sociologique finalement et montrer à quel point ces inégalités sont fortes selon cette optique des liens sociaux. J'en arrive à la deuxième partie de mon exposé de ce matin, car ce que je vous ai présenté ici est intéressant, bien sûr, mais est quand même limité. C'est-à-dire qu'on prend en compte simplement la distinction entre des individus qui sont pourvus d'un type de lien et ceux qui ne le sont pas. Il s'agit maintenant d'analyser de façon plus précise les liens qui fragilisent et les liens qui oppressent. Et là, je vous renvoie au chapitre 6 de l'attachement social. Cette problématique est celle donc du délitement des liens sociaux, mais je voudrais ici rappeler que nous avons une vision généralement positive des liens sociaux. Quand on parle des liens sociaux, on dit « ah ben, c'est important d'en avoir et ceux qui n'en ont pas, effectivement, sont à plaindre d'une certaine manière parce qu'ils sont finalement peu attachés les uns aux autres et à la société. » Et on souligne très souvent que c'est le manque de lien qui constitue un véritable problème. Parce que derrière ça, on a l'idée de l'isolement social, du délitement des liens sociaux, et on va s'efforcer d'ailleurs dans toutes les sociétés de renforcer les liens sociaux, de tisser les liens sociaux pour permettre aux personnes les moins qualifiées, les plus défavorisées, d'être mieux attachées à la société, au système social. Et donc, on va même envisager le travail social comme un travail de tissage des liens sociaux. Les travailleurs sociaux, les militants associatifs aussi, sont sur le terrain pour justement renforcer les liens sociaux le plus souvent. Pourtant, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il existe des cas, et ils sont nombreux, où les individus étouffent dans la relation qui les relie à autrui. Il ne s'agit pas simplement de distinguer ceux qui ont des liens et ceux qui n'en ont pas, mais il y a aussi parmi ceux qui en ont des liens, des personnes qui souffrent justement parce qu'ils ont des liens. Et donc, c'est les personnes qui vont étouffer dans la relation qui les relie à autrui. Le lien devient alors oppressant. Le lien ne permet plus d'être soi, parce que justement, il est envahissant et peut correspondre dans ce cas à un obstacle à l'autonomie. Et c'est ça aussi qu'il faut introduire dans l'analyse des inégalités, c'est qu'il y a des liens qui vont en quelque sorte libérer l'individu, lui permettre d'être véritablement un être social autonome, épanoui dans la société, et des liens qui, justement, vont contraindre les individus, vont les enfermer, parfois même dans une image négative d'eux-mêmes. Et on pourrait dire que cette image négative d'eux-mêmes est
est le produit, parfois même, des liens sociaux qui les relient à autrui. Et donc, je voudrais insister sur cette dimension qu'il existe donc en prenant en compte les cas où les individus sont liés aux autres et à la société, mais par des liens qui oppressent et par des liens qui fragilisent. Alors, c'est là que je retrouve finalement la distinction que je vous ai proposée mardi dernier, dans la première séance, de distinguer deux dimensions pour chacun des types de liens, la dimension de la protection et la dimension de la reconnaissance. Ces deux dimensions, elles sont fondamentales. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, puisque vous vous rappelez, pardon, mardi dernier, puisque vous vous rappelez que nous avons à examiner chacun des types de liens sociaux en prenant en compte la dimension de la protection et la dimension de la reconnaissance. Alors, on pourrait dire d'une certaine manière que quand les liens apportent à la fois de la protection et de la reconnaissance, on est dans une configuration qu'on pourrait caractériser par cette expression des liens qui libèrent. Alors, des liens qui libèrent, c'est un bel oxymore. C'est un oxymore parce que normalement, des liens ne libèrent pas. Or, il faut expliquer pourquoi les liens, dans quel sens les liens peuvent libérer. Dans quel sens les liens peuvent libérer? Et là, je vous renvoie finalement à toute une réflexion qui est à la fois philosophique et sociologique que je développe dans ce chapitre 6 de mon ouvrage et qui renvoie finalement à la définition sociologique de la liberté. Certains philosophes, notamment le philosophe Hayek, définit la liberté par l'absence de contraintes. C'est l'absence de contraintes qui constitue finalement la liberté. Et je dirais que cette définition finalement renvoie à une idéologie qui souligne finalement que l'individu doit s'affranchir finalement de toute tutelle et notamment d'un État qui pourrait être trop envahissant. Donc, cette philosophie renvoie finalement à une philosophie très, très libérale et je dirais qu'elle est en contradiction par rapport aux leçons même de la sociologie. Pourquoi? Parce que si on suit le raisonnement des sociologues, que ce soit Simmel, par exemple, ou d'autres sociologues fondateurs de la sociologie, et que je cite dans l'ouvrage, et vous verrez que finalement, quand on parle de socialisation, on est forcément obligé de souligner l'importance de la contrainte. La contrainte, elle fait partie de la vie sociale. Être libre, ce n'est pas être sans contrainte, puisque la vie sociale correspond finalement à être socialisé et donc à intérioriser finalement les contraintes de la vie sociale, à apprendre à faire avec les règles de la vie sociale. Donc, la définition sociologique de la liberté ne peut pas être celle de Hayek, ne peut pas être celle d'une définition libérale de la liberté. Il ne peut pas y avoir une définition libérale de la liberté selon le sociologue, puisque le sociologue, par définition, prend en compte la question des contraintes de la vie sociale, des règles de la vie sociale que l'individu doit intérioriser. Alors Durkheim, dans ses travaux, a abordé cette question aussi, et il va jusqu'à parfois même parler de désirabilité de la contrainte, que l'individu doit intégrer la contrainte, doit l'intérioriser et doit finalement faire en sorte que cette contrainte l'habite entièrement pour pouvoir véritablement être relié aux autres et à la société. Et que finalement, c'est dans cet espace-là que l'on peut voir que finalement la contrainte est inévitable. Alors, mais je voudrais, moi, apporter un complément de compréhension à cette idée de désirabilité de la contrainte en prenant en compte justement cette double dimension de la protection et de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en examinant finalement comment se joue la vie sociale, comment la vie sociale est organisée, on peut voir que finalement dans les échanges sociaux, les individus, qu'est-ce qu'ils apprennent en étant socialisés? Ils apprennent finalement que les relations
qui les relient à autrui les construisent au sens où ces relations potentiellement peuvent leur apporter, puisqu'il y a une double dimension de protection et de la reconnaissance, que ces relations peuvent leur apporter de la protection et en même temps de la reconnaissance. Et finalement, la vie sociale et les différents types de liens sociaux permettent aux individus de pouvoir échanger entre eux de la protection et de la reconnaissance. Et à partir du moment où l'individu se sent protégé par la relation à autrui et se sent reconnu pour ce qu'il est en termes d'individu ayant une valeur aux yeux des autres et de la société, ben, même si ces relations s'accompagnent d'une certaine contrainte, il faut dire que finalement, cette contrainte, au sens de Durkheim, est désirable puisqu'elle apporte à l'individu de la protection et de la reconnaissance. Et donc, j'expliquerai cet oxymore des liens qui libèrent par cette possibilité de pouvoir obtenir par ces échanges et par ces liens à la fois la garantie d'une protection et la garantie d'être pleinement reconnu dans la société. Et donc, je dirais qu'à partir de ce moment, l'individu ne se rend même pas toujours très bien compte des contraintes de la vie sociale, puisqu'il les a tellement intégrées, que c'est tellement intégré à ce qu'il a besoin pour vivre qu'il ne se rend pas compte qu'il finalement respecte les règles de la vie sociale sans s'en rendre compte. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que les liens, de mon point de vue, que les liens libèrent véritablement. Mais en partant de cette explication, de cette définition sociologique de la liberté, il faut quand même reconnaître, et c'est tout l'intérêt de cette présentation, qu'il existe des configurations où les liens ne sont pas toujours aussi positifs et aussi valorisants et que les liens ne libèrent pas toujours. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais insister sur les autres configurations de ce graphique. Et on va commencer tout de suite par justement cette configuration où, que j'appelle donc les liens qui oppressent. Et comme vous voyez, je place les liens qui oppressent dans ce cadran où l'on a à la fois de la protection et en même temps très peu de reconnaissance. C'est-à-dire que le lien protège tout en conduisant à une situation où l'individu n'est pas garanti dans sa valeur aux yeux des autres, dans un sentiment que finalement il est inutile. Il est protégé, mais à la fois infériorisé et le plus souvent conduit à accepter une sorte de domination, accepter d'être infériorisé, d'être traité comme un individu ayant une moindre valeur que les autres. Protégé, certes, mais protégé tout en étant rabaissé, en étant peu reconnu. Alors, on pourra examiner, et je vais essayer de le faire avec vous, dans quelle mesure, en prenant en compte chacun des types de liens, on va retrouver ces formes d'oppression. Dans quelle mesure on va retrouver ces situations-là? Dans le livre, je les examine de façon systématique, je prends en compte chacun des types de liens. Je vais essayer de résumer un peu cela avec vous. Alors, essayons de voir les autres configurations. Les autres configurations, il y a les liens qui fragilisent, c'est-à-dire les liens qui apportent, contrairement aux liens qui oppressent, de la reconnaissance, mais en même temps, très peu de protection. Alors, à quoi correspond cette configuration dans la réalité? Parfois, on peut prendre en compte ici des exemples de personnes qui appartiennent à des groupes qui sont particulièrement défavorisés. Et donc, le fait d'appartenir à des groupes défavorisés apporte finalement un peu de protection, un peu de réconfort, certainement, parfois du soutien également, mais en termes de protection, ce sont des liens qui apportent très peu. Parce qu'effectivement, appartenir à des groupes défavorisés ne permet pas effectivement parfois de sortir de la pauvreté, de sortir du chômage. C'est très souvent par le fait même d'appartenir à ces groupes que l'on reste finalement ancré dans des situations de pauvreté ou de chômage. Mais en revanche, le fait d'appartenir à ces groupes, même défavorisés, peut dans certains cas apporter
du réconfort moral, du sentiment finalement d'appartenir à un groupe, certes défavorisé, mais en même temps, on y a sa place, on y est quand même reconnu. Donc, on pourrait appeler ces liens des liens qui fragilisent. Et enfin, on en a déjà parlé, donc la situation la plus extrême, c'est la situation donc de la rupture des liens, là où il n'y a ni protection ni reconnaissance dans chacun des types de liens. Vous voyez un petit peu cet espace qui est un espace qui est théorique pour le moment, et je voudrais essayer de l'explorer avec vous en prenant en compte les différents types de liens. Si on prend en compte le lien de filiation, les liens qui libèrent, c'est quand la relation est particulièrement épanouie, lorsque les relations entre les parents et les enfants apportent aux uns et aux autres la garantie d'une protection, la garantie d'une reconnaissance, on s'aime, on se protège, on échange beaucoup d'affects, et on tient les uns aux autres de façon très forte, si bien qu'il y a là un échange réciproque de protection et de reconnaissance. Les parents et les enfants sont dans une relation qu'on pourrait dire épanouie. Mais très souvent, cette relation épanouie est un peu finalement assez idéalisée. Dans la réalité, les relations ne sont pas forcément toujours épanouies, y compris dans la sphère familiale. Vous avez parfois des relations qui peuvent être très oppressantes, très inégalitaires également. Et alors, on pourrait imaginer des situations, quelles situations par exemple? On pourrait très bien prendre en compte, par exemple, la situation de jeunes adultes. Je dirais, j'ai étudié souvent la situation, par exemple, des jeunes chômeurs en France et en Europe. J'ai fait des travaux là-dessus, et qui montrent que finalement, dans beaucoup de pays, notamment en France, les jeunes chômeurs qui restent vivre longtemps chez leurs parents ont parfois le sentiment que la relation est particulièrement pénible à vivre, à la fois pour les parents qui ont tendance à vouloir que leurs enfants deviennent plus autonomes, qu'ils trouvent un emploi et qu'ils s'affirment dans la vie, et qu'ils puissent au moins être plus autonomes économiquement et avoir un logement à part. Et pour les enfants, cette relation peut devenir aussi oppressante parce que vivre avec des parents qui finissent par avoir une image négative de leurs enfants, c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien. Donc, des tensions apparaissent. Et la relation devient très vite oppressante entre les parents et les enfants. Alors, il y a, cela dit, en prenant cet exemple, des variations considérables d'un pays à l'autre. Vous verrez dans les comparaisons internationales que la proportion d'ailleurs des jeunes de 25 à 34 ans, c'est l'indicateur que j'ai pris en compte, la proportion de jeunes de 25 à 34 ans qui vivent encore chez leurs parents, à un âge où on pourrait considérer que normalement on est autonome, elle est très variable d'une société à l'autre. En Europe, vous avez finalement, cette proportion, c'est 2% au Danemark et 50% en Grèce. 2% au Danemark, 50% en Grèce. Ça veut dire que, et quand on étudie les expériences vécues de ces personnes, on s'aperçoit que pour les Danois, et la France est aussi un pourcentage assez bas, on est à 11% en France. Et donc, quand vous étudiez ça dans ces pays, on voit que la norme sociale de réalisation de soi pour un jeune, c'est de quitter ses parents quand on a au moins 25 ans. C'est l'âge aussi de la fin des études. Et quand on n'est pas dans cette norme, on vit le plus souvent très mal. C'est-à-dire qu'on vit un petit peu comme si c'était un peu en dehors du fonctionnement social. Donc, il y a un système normatif qui conduit à se sentir disqualifié si on est encore à cet âge-là chez ses parents. Mais si vous allez en Grèce, et quand vous interrogez les jeunes Grecs qui sont au chômage, ils n'ont pas du tout cette vision négative. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux à vivre dans cette situation, à vivre cette situation. Ils ont intégré que le système social est organisé autrement et que les normes sociales ne sont pas les mêmes.
eux, ils vont plutôt voir une question d'honneur, parce que finalement, en restant chez leurs parents, ils vont pouvoir contribuer aussi au ménage, donner un petit peu d'eux-mêmes pour aider le ménage. Les parents vont aussi faire une question d'honneur social, c'est-à-dire qu'ils ont encore leurs enfants autour d'eux, ce qui est une valeur pour eux. Vous voyez que le système normatif entre la Grèce et le Danemark ou la France est complètement différent. Et donc, vous voyez qu'on peut très bien examiner cette relation oppressante et inégalitaire, particulièrement dans le cas où, dans un système, le système normatif fait que, par exemple, les jeunes doivent avoir quitté leurs parents quand ils ont plus de 25 ans. Donc, on pourrait même prendre en compte d'autres situations. La relation oppressante, elle peut aussi devenir oppressante à un autre âge de la vie, par exemple au moment du vieillissement, de la grande dépendance. Lorsque les parents vieillissants, devenant dépendants de leurs enfants, peuvent parfois se sentir maltraités par leurs propres enfants, un peu abandonnés par eux-mêmes, ou parfois un peu infantilisés, ce qui est une expérience très difficile à vivre aussi. Et donc, la relation peut aussi, dans ce cas-là, devenir oppressante. Vous voyez ? Dans quelle mesure, là, une relation peut être une relation fragilisée ? Oui, parfois, effectivement, le fait de vivre dans un milieu particulièrement fragile, lorsque vous vivez dans des familles où il y a peu de revenus, on va faire avec le peu de revenus, mais on voit très bien que ce lien qui vous relie à vos parents est un lien qui fragilise parce que justement, il n'apporte pas véritablement de protection, même s'il peut apporter un peu de réconfort et de reconnaissance. La rupture du lien, on en a déjà parlé. Alors, regardons maintenant la même chose du point de vue du lien de participation élective. Vous retrouverez la relation épanouie. J'ai parlé mardi dernier, vous vous rappelez, de l'amitié. Voilà, l'amitié, par exemple, qu'est-ce que c'est un ami? Un ami, c'est quand même une relation épanouie quand il y a échange dans le lien d'amitié, de protection et de reconnaissance. Quand on peut compter sur ses amis et quand on considère que ses amis ont de la valeur et réciproquement, les amis considèrent que vous-même, vous avez aussi de la valeur à leurs yeux. Et donc, la relation est épanouie parce qu'elle est enrichissante. Vous vous sentez véritablement vous-même quand vous êtes dans des relations, et on peut être véritablement soi-même quand on est dans des relations amicales, apaisées, non conflictuelles, où on peut se livrer, se dire un petit peu ce que l'on pense, parler de ses expériences vécues en se sentant protégé et à la fois dans une relation bienfaisante qui apporte de la reconnaissance. La relation de couple, qui est aussi un lien affinitaire, renvoie exactement à ça. Les couples qui durent toute une vie ou qui durent longtemps, ce sont aussi des couples qui sont en mesure de s'apporter mutuellement de la protection et de la reconnaissance. Quand dans le couple, on ne s'apporte plus de protection et plus de reconnaissance, le couple vacille un peu et aboutit le plus souvent à des séparations, à des divorces. Et donc, justement, si on regarde le lien de participation élective, la relation oppressante et inégalitaire, on va retrouver, je parlais de l'amitié, mais parlons de la relation de couple. Par exemple, à ce niveau, vous avez des couples qui continuent à vivre ensemble, mais qui finalement ne s'accordent pas beaucoup de valeur à l'un et à l'autre, finalement ne s'échangent pas de la reconnaissance. On reste parce qu'il y a des intérêts économiques, parce qu'on ne peut pas se séparer, parce que la situation est un peu compliquée, mais en fait, on ne s'aime plus vraiment, on reste ensemble. Alors, je ne sais pas si le cinéma a fait beaucoup de films, il y a beaucoup de films qui montrent cette relation oppressante, cette relation de couple, parce que qui sont… Et il y en a un en particulier, un film, et puis un roman d'abord, qui est le roman de Simenon, le chat. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Simenon, enfin ce roman et ce film qui a été mis en scène après. Et qui est un film excellent où on voit effectivement un couple vieillissant et qui reste ensemble. Alors,
le film est joué par Jean Gabin et par Simone Signoret. Et donc, ce couple-là est un couple finalement qui continue à vivre dans le même domicile, dans une maison de banlieue, où d'ailleurs tout s'écroule autour d'eux, tout se reconstruit. Et finalement, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus et ils ne se parlent plus depuis en particulier que l'homme, en l'occurrence le rôle joué par Jean Gabin, qui était amoureux de son chat, sa femme étant jalouse du chat, finit par tuer son chat. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est… J'arrête, il y a un problème. Je peux commencer ou recommencer à partir d'où? C'est bon? Donc, je reprends l'exemple de ce couple mis en scène en tout cas décrit par Simenon dans son roman. Le chat, justement, quand le chat est tué par la femme, et donc le mari finit par détester sa femme, évidemment, et ils vont continuer à vivre sous le même toit, mais ils s'échangent des petits bouts de papier. Ils s'envoient des petits bouts de papier plutôt que d'avoir à communiquer, parce qu'ils ne peuvent pas ils ne se supportent plus. Et donc, ils vivent véritablement dans la détestation totale l'un de l'autre. Et donc, on voit que la relation, donc, dans ce cas-là, on ne peut pas imaginer relation plus oppressante que ça. Continuer à vivre dans un cadre comme ça, c'est effectivement étouffant et pour l'un et pour l'autre. Alors, si vous regardez tous les romans qu'il y a énormément de romans qui parlent de ces relations oppressantes dans le couple. J'en cite beaucoup dans le livre. En tout cas, c'est un petit peu dans cette optique-là que je voulais réagir. Alors, bien sûr, la relation fragilisée, c'est aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, et je voudrais maintenant passer à un autre type de lien, le lien de participation organique. Alors, il se trouve, c'est peut-être un peu plus complexe à analyser, il se trouve que j'ai abordé ces questions-là dans le salarié de la précarité. C'est un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années. Et j'essayais d'analyser les différentes formes d'intégration professionnelle. Et alors, c'était à partir d'une enquête réalisée en France, dans le cadre d'un pays qui a développé une société salariale complète. Et on pourrait dire donc pour des salariés qui ont un emploi stable et qui sont épanouis dans leur relation de travail, sont dans une intégration assurée, parce que effectivement leur emploi et leur travail leur apportent à la fois de la protection face aux aléas de la vie. Ce sont des emplois qui sont couverts par des conventions collectives qui protègent l'individu dans ses droits, dans le droit du travail notamment, et aussi apportent une couverture sociale. Et d'un autre côté, ces personnes peuvent aussi éprouver des satisfactions dans le monde du travail, se sentir reconnues dans leur qualification professionnelle, et donc dans une relation épanouie que j'ai appelée l'intégration assurée. Mais s'il y a précarisation dans le monde du travail, ce n'est pas aussi parce que se sont développées dans la société salariale ces dernières années des configurations où on va retrouver des insatisfactions du point de vue donc de la protection ou du point de vue de la reconnaissance. Alors, la configuration de l'intégration laborieuse, c'est précisément des individus qui ont un emploi stable, qui sont protégés dans leur emploi, qui ne vont pas connaître immédiatement, en tout cas, le chômage, et qui vont continuer à avoir un salaire, mais qui détestent l'emploi dans lequel ils exercent, c'est-à-dire qu'ils sont dans des relations qui sont oppressantes au quotidien. Des personnes qui sont parfois malades par le fait même de travailler, qui se sentent rabaissées par le travail qu'ils exercent. Ils vont continuer à travailler, mais tout en souffrant au travail. C'est véritablement une intégration, là, particulièrement laborieuse. C'est-à-dire des personnes qui vont souffrir, qui vont devenir parfois malades, qui vont être obligées parfois de s'arrêter de travailler parce que en complète souffrance. Je peux continuer?
peut-être pas. Bon, je continue. Alors, l'intégration incertaine, c'est le contraire. C'est à la fois des personnes qui ont finalement peu de garanties face à l'avenir, parfois des emplois temporaires, des emplois qu'ils ne peuvent pas conserver. Vous savez qu'en France, il y a de plus en plus, on a vu croître ces dernières années le nombre d'emplois à durée déterminée. Et pour les jeunes notamment, entrer dans le monde du travail, c'est d'abord commencer par des emplois précaires. Parfois, certains sont maintenus dans des emplois précaires toute leur carrière. Et donc, c'est des emplois qui protègent peu, mais qui en même temps peuvent, dans certains cas, apporter néanmoins de la reconnaissance. Ce sont des personnes qui vont trouver un certain plaisir à ce qu'elles font. Elles ont des qualifications sociales, des qualifications professionnelles, des compétences qui sont reconnues et qui leur permettent justement de se valoriser. Et donc, on dirait presque dans le monde des artistes, par exemple, des professionnels du spectacle, vous avez plein de gens qui n'ont pas la garantie face à l'avenir, qui doivent absolument toujours trouver de nouveaux contrats. Mais les artistes, généralement, ils adorent ce qu'ils font. Et ils se sentent reconnus. Pas tous, parce qu'effectivement, parfois, on n'a pas la reconnaissance que l'on souhaiterait, mais pour beaucoup, c'est le cas. Et donc, on est dans une configuration d'intégration incertaine. Et j'ai appelé l'intégration disqualifiante, là où on est plutôt en situation de rupture. Les personnes ont un emploi, mais n'apportent ni protection ni reconnaissance. Et donc, on a là une situation plutôt qui conduit à la disqualification sociale. Je termine en prenant en compte le lien de citoyenneté. Le lien de citoyenneté, théoriquement, apporte à tous les individus de la protection et de la reconnaissance. C'est le cadre théorique qui m'a permis de définir le lien de citoyenneté, d'ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, on est dans une pleine citoyenneté garantie. L'individu est reconnu dans ses droits, se sent souverain, sent qu'il a de l'importance parce qu'il peut participer à la vie politique en donnant son avis, en participant à des débats. Mais il existe des cas où, effectivement, on va être dans une configuration de sous-citoyenneté. On va appeler les individus des sous-citoyens. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que ce sont des personnes qui ont moins de droits que les autres. Ils continuent à être protégés, mais on les traite dans la réalité comme des sous-citoyens. C'est par exemple des personnes qui sont d'origine étrangère, sont de nationalité française, par exemple, des personnes qui sont d'origine africaine, par exemple, qui ont la nationalité française, qui sont nées en France, qui vivent dans des quartiers pauvres en France et qui ont le sentiment qu'on les traite comme des citoyens de seconde zone. Formellement, ils ont les mêmes droits que les autres, mais en même temps, on les discrimine, on les dévalorise. Et je dirais même que on pourrait prendre un autre exemple historique, dans les Antilles, par exemple, vous savez, c'est des îles qui ont été colonisées et qui appartiennent aujourd'hui aux départements qu'on appelle en France les départements outre-mer, donc des anciennes colonies. Dans l'histoire, quand on a aboli l'esclavage, on a donné donc aux anciens esclaves la nationalité française, mais dans l'histoire française, on aperçoit, les historiens ont montré que généralement les anciens esclaves, on les reconnaissait comme des citoyens français, mais pas tout à fait quand même, avec un petit peu une infériorité qui était manifestée, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas tout à fait la même reconnaissance qu'aux autres. Donc, vous voyez ces situations finalement de biais, finalement, on ne va pas jusqu'au bout de la reconnaissance citoyenne. Donc, on peut prendre en compte aussi une certaine fragilité lorsque la citoyenneté se traduit par des difficultés d'accéder à des droits, notamment il y a des personnes qui sont en situation de fragilité dans la société française, des personnes qui ont du mal, par exemple, qui ont des problèmes administratifs, qui ont des problèmes d'accès aux droits. Et donc là, on pourrait dire qu'on est dans une situation de fragilité, de liens qui fragilisent. Donc, vous voyez que l'on peut aborder cette question
des inégalités en prenant en compte ces différents, les liens qui oppressent, les liens qui fragilisent, en opposition finalement aux liens qui libèrent. La dernière partie de mon exposé, je vois que je suis un peu long aujourd'hui, il faut que j'accélère un peu. Ça renvoie au chapitre 7 de mon livre. J'ai voulu, dans ce livre, aussi revenir sur ce concept de disqualification sociale qui était à l'origine de mes travaux sur la pauvreté, puisque la disqualification sociale, c'était le titre de ma thèse de doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales que j'ai soutenue il y a fort longtemps, c'était en 1988. Et donc, je voudrais essayer de reprendre un petit peu cela, parce que cette présentation, finalement, que je viens de vous faire, elle est intéressante, mais elle est quand même assez statique, c'est-à-dire qu'on présente ici les liens sociaux selon la protection et la reconnaissance qu'ils apportent, mais de façon statique. Or, il faut introduire de la dynamique, parce que les situations peuvent évoluer dans le temps. Et justement, le concept de disqualification sociale va nous permettre de comprendre la dynamique. Comment on peut parler de processus de disqualification sociale. Alors, si on prend en compte la dynamique des liens, on peut théoriquement définir au moins 2 types de trajectoires, peut-être 3. En tout cas, on pourrait dire que la trajectoire hypothétique de la disqualification sociale serait de passer de liens qui libèrent à des situations de rupture des liens. C'est la flèche transversale, c'est ça la situation qu'on pourrait décrire. En réalité, on pourrait au moins dire qu'on peut distinguer au moins hypothétiquement 2 types de trajectoires. La trajectoire A, qui passe donc des liens qui libèrent aux liens qui oppressent, et des liens qui oppressent à la rupture des liens. Et la trajectoire B, c'est qu'on passe de liens qui libèrent à des liens qui fragilisent jusqu'à la rupture des liens. Et donc, la question que je me pose, c'est finalement, peut-on appréhender les évolutions qui conduisent à des situations de rupture de liens à partir donc de schémas de ce type? Alors, le livre « La disqualification sociale », c'est un livre qui a été publié, qui a été réédité à plusieurs reprises. Si je vous le montre, c'est que finalement, il a été publié en 1991 et depuis, je ne cesse d'apporter des compléments à ce livre parce que j'ai réalisé après bien d'autres recherches et donc j'essaye de compléter mon analyse. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans le dernier, l'attachement social, c'est de revenir sur ce concept de disqualification sociale, mais en prenant en compte l'optique des liens sociaux que je n'avais pas développé selon ce schéma-là initialement quand j'ai élaboré le concept de disqualification sociale. Donc, et ce livre a été traduit en portugais en 2003 mais cette édition ne comporte pas les évolutions de ma réflexion. Vous les trouverez dans le chapitre 7 de l'ouvrage actuel. Alors, les raisons d'un retour. Pourquoi il faut retourner un peu à cette thèse? Tout d'abord parce que le contexte a quand même un peu changé, puisque la thèse elle a été préparée dans les années 80, soutenue, comme je l'ai dit, en 88. Et donc, le contexte a bien sûr changé. La question des liens sociaux, elle n'était pas étrangère à ma réflexion initiale, mais c'était quand même beaucoup moins clair, beaucoup moins développé. J'avais tendance aussi à aborder les liens sociaux comme un tout global, quand je parlais de disqualification sociale. Or évidemment, ma pensée, c'est précisé par la suite. En revanche, le thème de la fragilité, le thème et la question de l'oppression sont des thématiques très présentes dans la thèse. La disqualification sociale, c'est l'expérience de la fragilité et de l'oppression. Donc, il existe un lien entre la disqualification sociale et la question de la fragilité et de l'oppression qui caractérise les liens sociaux. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Alors, pourquoi associer fragilité et oppression? Dans la fragilité, je l'ai dit,
dans la théorie de l'attachement social, elle renvoie à un déficit de protection, et l'oppression renvoie, dans cette même théorie, à un déni de reconnaissance ou à une infériorisation. Donc, ces deux notions sont centrales dans la théorie de l'attachement social. Elles l'étaient déjà dans la disqualification sociale. Et donc, fragilité et oppression peuvent se cumuler. C'était un constat que je faisais déjà. Les questions sur les inégalités de l'attachement renvoient aux débats qui ont suivi aussi cette thèse sur la disqualification sociale. Car déjà, à l'époque, on peut poser la question, est-ce que ça correspond véritablement à un processus? Est-ce que c'est une condition sociale ou est-ce que c'est un processus? Donc, j'ai apporté des éléments par la suite pour expliquer qu'il s'agit d'un processus, dans quelle mesure on peut parler d'un processus et non pas seulement d'une condition sociale. Dans quelle mesure aussi peut-on parler de groupes fragiles ou de groupes opprimés, ou doit-on privilégier une analyse des situations et des trajectoires qui conduisent à faire l'expérience de la fragilité et de l'oppression? Est-ce qu'il y a des fragiles, des opprimés, ou est-ce qu'il y a finalement des processus qui conduisent à ces situations? Est-ce que finalement il existe une forme dominante, ou est-ce que ces deux formes de fragilité et d'oppression se cumulent? Et fragilité et oppression peuvent-elles être analysées empiriquement dans toutes les couches de la population ou simplement dans la population la plus pauvre ou dans les catégories populaires? Voilà, c'est des questions finalement qui m'ont été tout de suite posées à la suite de cette thèse et des questions auxquelles je me suis employé à essayer d'y répondre pendant plusieurs années. Alors, je reviens rapidement sur la thèse. C'est une thèse qui repose sur une enquête à caractère monographique que j'ai réalisée dans la ville de Saint-Brieuc. C'est la ville où j'ai passé toute mon adolescence. Et cette enquête, elle a été réalisée en 86-87, donc il y a déjà fort longtemps. Et c'était donc une ville, à cette époque, qui était touchée par le chômage de longue durée. C'était la ville et le département aussi des Côtes-d'Armor. Ce département était le département où l'ancienneté moyenne du chômage était la plus élevée en France. Donc, d'où l'intérêt de faire une enquête dans cette ville. Et pour ça, donc, j'avais réalisé une enquête quantitative à partir des dossiers administratifs des demandeurs de l'aide sociale. J'avais essayé de voir, évidemment, qui est-ce qui sollicite les services d'action sociale pour être aidé. Et j'avais ensuite réalisé des entretiens approfondis dans plusieurs quartiers de Saint-Brieuc et notamment dans une cité d'habitat social, d'habitat à loyer modéré, HLM, qui était très stigmatisée, qui était considérée comme une cité ghetto. Et donc, j'avais interviewé pratiquement tous les habitants de cette cité. Et je faisais un constat de base, c'était que le fait même d'être assisté va assigner les pauvres à une carrière spécifique, va altérer leur identité préalable et va devenir un stigmate marquant l'ensemble de leur rapport avec autrui. La disqualification sociale, c'est la disqualification qui, finalement, procède du fait même d'être aidé et stigmatisé en tant que pauvre parce que reconnu en tant que pauvre. Là, c'est un débat qu'on pourra avoir parce que quand je raisonne en France, à partir du cas français, il s'agit bien sûr de parler d'une société salariale où les individus peuvent perdre leur emploi, devenir chômeurs de longue durée et devenir ensuite assistés et bénéficiaires donc de l'action sociale. Alors que quand on est au Brésil, par exemple, on est dans une configuration un peu différente. L'accès à l'assistance sociale, quand on n'a aucun droit, quand on est dépourvu de tout, peut avoir une autre signification. On peut, par exemple, quand on accède aux bourses famille, au Bolsa Familia, on peut se sentir reconnu justement comme un citoyen. Or, vous voyez qu'en France, bénéficier de l'assistance sociale lorsque tout le monde est couvert par les assurances sociales, ce qui est différent, peut être tout à fait stigmatisant quand on ne bénéficie plus, quand on sort du système d'assurance sociale et que l'on est pris en charge de façon résiduelle, marginale, par l'assistance sociale. Donc là aussi, vous voyez
qu'il faut se garder de comparaisons trop hâtives. L'assistance sociale prend un sens différent dans une société comme la société française que dans la société brésilienne d'aujourd'hui, par exemple. Alors, l'enquête fait ressortir, bien sûr, l'expérience de la disqualification sociale. C'est la première dimension, c'est de vivre dans l'insécurité permanente. Quand on dépend des institutions d'action sociale pour sa survie, c'est souvent parce qu'on ne peut pas compter sur d'autres personnes. C'est-à-dire que sa famille n'apporte pas suffisamment de ressources, on n'a pas de voisins qui apportent des aides, on est éloigné du monde professionnel. Et donc, l'ultime recours, c'est de s'adresser aux services d'action sociale. Donc, c'est une situation très insécurisante. Et la deuxième dimension, bien sûr, renvoie à l'infériorité socialement reconnue, qui peut être à l'origine de souffrances, voire de différentes formes de détresse psychologique. C'est être traité comme un individu de seconde zone, un sous-citoyen d'une certaine manière, à qui on doit prendre en charge. Et d'ailleurs, en France, les assistés, ce qu'on appelle les assistés, parfois on dit que ce sont les chômeurs de longue durée, par exemple, sont très fortement stigmatisés. On va commencer par dire que certainement, ils ne font pas suffisamment d'efforts pour trouver un emploi. Donc, on va avoir un jugement très négatif sur cette catégorie. Et donc, vivre cette expérience de l'assistance ou du chômage de longue durée dans une société salariale, c'est faire l'expérience d'être un citoyen de seconde zone, justement, d'être infériorisé, d'être montré du doigt, d'être considéré comme un paresseux. Et donc, de ne compter finalement, d'en avoir finalement aucune utilité reconnue dans la société. Et donc, l'expérience de la disqualification sociale, c'est l'expérience d'un déficit de protection et d'un déni de reconnaissance. Alors, j'avais analysé plusieurs types d'expériences vécues. J'avais retrouvé, je ne rentre pas trop dans les détails, au moins 3 types de populations qui s'adressent aux services d'action sociale, les fragiles, les assistés et les marginaux, et que j'avais distingué selon le type d'intervention sociale dont ils bénéficiaient. Et j'avais examiné ensuite plusieurs types d'expériences vécues. Vous retrouverez cela si vous jetez un coup d'œil dans le livre traduit en portugais, où j'explique ces différentes expériences vécues. Mais très vite, j'ai essayé justement de passer de ces différents groupes en essayant d'étudier dans quelle mesure il y a une logique de passage d'une phase à l'autre, c'est-à-dire d'une phase de fragilité à une phase de dépendance, jusqu'à une phase de rupture des liens sociaux. Est-ce que c'est bien la disqualification sociale? Est-ce que c'est bien ce processus que l'on va retrouver? Et bien sûr, je m'appuyais sur des entretiens approfondis qui me permettaient d'expliquer qu'il pouvait y avoir un passage d'une phase à l'autre. Parce que quand les personnes parlaient de leur trajectoire, je pouvais essayer de voir comment ils se comportaient avant et comment ils se comportent maintenant, quelles étaient leurs difficultés antérieures, auxquelles elles sont confrontées au moment où je les interrogeais. Donc, les dimensions du concept de disqualification sociale, je vais rapidement, c'est la stigmatisation, c'est l'intériorisation d'une identité négative. Évidemment, les assistés sont membres de la société et non pas en dehors, puisqu'ils sont pris en charge par la société. Donc, ils ne sont pas en dehors, mais ils constituent en quelque sorte la dernière strate de la société, celle qui est la moins reconnue et la moins protégée. Il s'agit, puisqu'il y avait un processus, il s'agit effectivement de plusieurs phases, d'un cumul progressif de handicap. Je mettais en avant aussi le fait que les assistés ne sont pas passifs, qu'ils ont tendance parfois à retourner le stigmate dont ils sont victimes, et parfois à négocier leur statut, notamment dans les relations avec les professionnels du social. Et je prenais en compte, bien sûr, le fait qu'il existe des facteurs structurels. On est dans une société salariale, la dégradation du marché de l'emploi, la faiblesse des liens sociaux, le recours massif à l'assistance. Alors, ce que je pourrais dire, et c'est un peu paradoxal, c'est que la disqualification sociale est à la fois un processus diffus et concentré. Comment peut-on expliquer ce paradoxe?
en fait, on ne peut pas dire qu'il s'agit uniquement de personnes qui sont en bas de la hiérarchie sociale et qui sont nées pauvres et qui sont aujourd'hui assistées. On constate dans la société, on constatait dans la société française, et c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il y a des formes de déclassement, de faillite, de déclin du niveau de vie. Il y a des personnes qui étaient commerçantes, artisans, qui exerçaient un métier, qui pouvaient même parfois être profession intermédiaire et qui ont connu un déclin considérable. On a aussi des situations où on peut voir par exemple des artistes, des sportifs qui ont connu parfois la gloire et qui ont sombré, des cadres aussi qui sont déclassés au chômage. On peut ainsi voir des personnes qui ont connu une trajectoire descendante. Ça, c'est clair, et donc on ne peut pas dire que la disqualification sociale ne concerne que les catégories les plus défavorisées. Elle concerne aussi donc des personnes qui ont connu des épreuves dans la vie et qui ont connu ces déclassements. Mais ce processus, en même temps qu'il est diffus, il est beaucoup plus massif et beaucoup plus concentré dans le monde d'en bas, c'est-à-dire dans les catégories les plus populaires. Il est particulièrement visible donc dans les couches les plus pauvres qui cumulent déficit de protection et déni de reconnaissance de façon systématique. C'est la raison pour laquelle on pourra dire que ce processus est à la fois diffus et concentré. Et j'en arrive ici à mon point d'arrivée, c'est-à-dire essayons de voir, à partir du schéma que je vous ai proposé, essayons de voir justement comment se constitue ce processus de disqualification sociale. On peut très bien partir. Donc, vous voyez les trois phases, la phase de fragilité, la phase de dépendance et la phase de rupture. On peut, et je l'ai vérifié, on peut dire qu'effectivement, pour certaines personnes, c'est le passage de liens qui libèrent à des liens qui fragilisent. C'est la période de la fragilité, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'emploi, par exemple, on commence à faire l'expérience du chômage, et donc c'est une perte en termes de protection, perte de liens. Progressivement, après, on entre dans une phase de dépendance. Alors, on va sortir un peu de la fragilité parce qu'on va améliorer un petit peu sa protection, mais en même temps qu'on améliore sa protection, on est plus stigmatisé. La dépendance, on améliore un peu sa situation, mais on est moins reconnu dans la société. Et dans certains cas, eh ben, on voit effectivement aussi des personnes qui passent de ces liens qui oppressent, qui deviennent tellement oppressants que ça ne peut plus durer et qui conduit parfois à ces situations de rupture des liens. Donc, on pourrait très bien examiner aussi le processus de disqualification sociale en reprenant cette matrice de la protection et de la reconnaissance comme je voulais ici proposer. Donc, une synthèse de cette séance, c'est de dire que les trois niveaux de ma démonstration aujourd'hui, ça a été de dire qu'il existe de fortes inégalités face au risque de rupture des liens sociaux. C'était ma première démonstration, des inégalités de base. Mais qu'on peut approfondir la question des inégalités en croisant les deux dimensions de la protection et de la reconnaissance pour justement dégager des configurations de liens qui oppressent et de liens qui fragilisent, qui complètent l'analyse des inégalités. Et on peut encore aller plus loin en prenant en compte la dynamique des liens sociaux et en étudiant les processus de disqualification sociale. C'est la raison pour laquelle je vous propose de raisonner à partir donc de cette matrice des liens sociaux dans les travaux que vous menez. Et je sais qu'on a on aura ensemble un temps d'échange. On le poursuit d'ailleurs dans un petit séminaire juste après cette séance ouverte où on pourra confronter nos travaux respectifs et voir dans quelle mesure on peut tirer profit de cet apport conceptuel que j'ai essayé de vous donner aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais mettre mon casque. Vous avez des questions. Alors, je vois qu'on a passé on est arrivé à 10h30, qui est normalement l'heure limite, mais je pense qu'on peut peut-être prendre
une ou deux questions, peut-être même trois si vous voulez bien. Merci, c'était vraiment intéressant. Ah, je crois qu'il faut prendre le micro, parce que c'est enregistré. E você pode falar em português? Eu falo em português. Obrigada, Sérgio. Foi muito interessante. Eu não li seu livro. Está bastante geral bom, eu vou arriscar. Essa questão do lien social ou do rapport social, não sei se a gente pode utilizar como sinônimo, né? Tá no cerne da sua questão. O que eu gostaria de desenvolver um pouco mais é a relação entre interação, quer dizer, por vezes me parece que esse lien social ele está ligado à interação, enfim, entre indivíduos, na família, e por outras vezes entre o Estado. Então, é uma questão mais estrutural, né? Então, em que medida, né, a gente pode refletir sobre o conceito de lien social a partir dessa oposição entre interação e estrutura? E a segunda parte da questão seria consciente e inconsciente, né? Em que medida essa percepção, né, de desqualificação ou percepção de rebaixamento, como é que a gente mede isso à medida em que muitas dessas relações são inconscientes, né? Elas são objetivamente dadas, mas elas são inconscientes. E, finalmente, não poderia deixar de perguntar qual é a relação entre o seu trabalho e o trabalho de Pierre Bourdieu. Eu fiquei aqui tentando pensar um pouco na distinção, né, em todas as hierarquias sociais colocadas e nas contradições entre relações que são, ao mesmo tempo, de cooperação e de rivalidade, enfim, de qualificação e proteção e de desqualificação. Só queria um pouco ouvi-lo sobre isso. Obrigada. Merci beaucoup de ces commentaires, Martien, et je voudrais, qui sont des remarques tout à fait importantes, et je voudrais donc apporter des précisions à ce que j'ai pu dire. Alors tout d'abord, la première question, bien entendu, l'analyse que je fais repose à la fois sur l'analyse de relations, et donc on entre dans l'interaction quand on prend en compte ces analyses. Les liens qui oppressent, on voit bien, ou les liens qui fragilisent, ce sont des configurations qui reposent sur des interactions. Mais dans mon exposé, j'ai essayé de montrer que finalement, que ces interactions, elles ne sont pas simplement des interactions qui opèrent comme ça partout dans le monde de la même façon. C'est-à-dire que ce sont des interactions qui s'intègrent dans des structures. C'est-à-dire qu'il faut, je pense que l'analyse interactionniste est intéressante à partir du moment où on est capable, par la comparaison justement, de prendre en compte l'effet des structures sur ces interactions. Et ça, c'est un défi méthodologique considérable, parce que les interactionnistes ont parfois tendance à raisonner dans le cadre étroit de l'interaction, sans prendre garde de l'intégrer dans un schéma comparatif. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire précisément dans les comparaisons. Alors, je l'ai fait simplement, je l'avoue ici, de façon un peu allusive, en signalant des cas. Par exemple, quand j'ai pris les jeunes qui vivent encore chez leurs parents, j'ai essayé de montrer que cette interaction-là, elle peut varier d'un contexte à l'autre, donc d'une structure à l'autre. Donc, mon souhait, c'est de partir de l'interaction, évidemment, mais avec le souci
de traiter de la structure, c'est-à-dire de la société comme un tout, et d'être capable de pouvoir, à travers le concept d'attachement social, d'avoir une vision holiste, c'est-à-dire pas uniquement une vision qui analyse des interactions déconnectées des structures. Donc, c'est mon objectif dans le travail, et je crois qu'à travers la matrice de l'attachement social, on peut y arriver. En tout cas, c'était ce que je voulais vous montrer. La deuxième remarque, Marcia, est aussi très importante, entre conscience et inconscience. On pourrait dire effectivement que, dans une certaine mesure, les formes de domination sont d'autant plus fortes qu'elles n'apparaissent pas de façon évidente aux personnes qui vivent ces situations de domination. C'est les formes finalement de domination cachée. Et donc, le sociologue a pour tâche de rendre visibles ces formes de domination qui sont finalement dissimulées dans la vie sociale, dont on ne parle pas, et dont les personnes n'ont parfois pas toujours conscience d'être dominées. Et Bourdieu a effectivement développé beaucoup cela dans ses travaux, d'être capable justement, en poussant les sociologues à être capables de décrypter les situations de domination qui sont dissimulées, qui sont opaques, que les individus n'ont pas forcément toujours pleine conscience. Cela me conduit, moi, à préciser, je n'écarte absolument pas cette perspective de la domination cachée, mais j'assiste sur l'épreuve que vivent les individus. Et dans ma perspective, je prends en compte le fait que, justement, il y a une distinction à faire entre oppression et domination. L'oppression, c'est quelque chose dont on a conscience. C'est-à-dire que l'oppression, on la vit au quotidien. On vit son malaise dans son corps. On a des symptômes de dépression. On les sent, on est mal, on vit mal. On se rend malade, par exemple, au travail, parce qu'effectivement, on a des supérieurs hiérarchiques qui sont insupportables, qui nous rabaissent, qui nous infériorisent. Donc l'individu, il voit au quotidien, quand il est en situation d'oppression, parce qu'il vit effectivement très mal ces situations. Et donc, sa conscience de l'oppression est très forte. Elle est très forte. Et donc, on ne peut pas dire que toutes les formes de domination sont des formes cachées. Il en existe, mais il existe des formes de domination qui prennent la forme de l'oppression et qui constituent de la souffrance dont les individus-là ont pleine conscience. Et c'est ces formes-là que j'ai aussi essayé de développer dans mes travaux et dans la configuration dont je vous ai parlé. Ça renvoie aussi, et c'est aussi la distinction entre mes travaux et ceux de Bourdieu. J'ai dans l'un de mes chapitres, c'était le chapitre 2 notamment de cet ouvrage, je suis revenu sur le concept d'habitus de Bourdieu, et j'ai essayé de voir dans quelle mesure ce concept d'habitus est applicable pour analyser les liens sociaux et notamment toutes les formes de solidarité. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais j'ai un vrai débat. C'est-à-dire que, bien sûr, je prends en compte la force de ce concept d'habitus, auquel je souscris entièrement, évidemment, mais j'essaye de montrer justement dans quelle mesure l'individu, et sur ce point-là, j'insiste sur le fait que l'individu peut prendre conscience de manquer de lien, d'être en dehors de la société, d'être rejeté. Être rejeté, avoir ce sentiment d'être rejeté, il est essentiel, c'est-à-dire d'être privé de solidarité d'une certaine manière. Quand on est privé de solidarité, on sait très bien quelle est l'expérience que l'on vit, on la vit profondément. Et donc, c'est l'idée que l'habitus est quelque chose de totalement intériorisé, de tellement intériorisé que l'on en perd toute conscience, ça me semble dans certains cas trop excessif, parce qu'effectivement, il y a une part de rationalité que l'individu peut découvrir à partir du moment où il part de ses expériences vécues qui sont parfois traumatisantes. Et ça me
ça ne remet pas du tout en question la question de l'habitus. D'ailleurs, Pierre Bourdieu, dans ses travaux, a aussi intégré par la suite la question d'une certaine forme de rationalité de l'individu. Dans ses travaux, on voit qu'il n'est pas toujours aussi systématique en parlant d'intériorisation totale de l'habitus et de ses prédispositions à agir. Donc, c'est ce qui me distingue en même temps que j'ai toujours une profonde admiration pour l'œuvre de Bourdieu. Et je fais partie de tous ces sociologues qui sont en quelque sorte des héritiers de ce travail conceptuel et qui contribuent aujourd'hui à essayer de le valoriser en prenant parfois quelques distances, ce qui est le propre du travail scientifique, du travail que nous réalisons. Donc, effectivement, vous verrez que Bourdieu est un auteur que je cite beaucoup dans le livre. C'est d'ailleurs l'auteur que je cite le plus après Durkheim. Là, j'ai une question que je voudrais poser à l'interprète. Je sais qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'on peut se permettre encore une question ou deux? Bon, je vois que j'ai l'autorisation et je remercie très chaleureusement notre interprète qui fait un travail remarquable. Bom dia. Primeiro, queria agradecer as aulas, foram bem instigantes e interessantes. E eu fiquei com algumas... Tá bom? Okay. Duas questões. Eu fiquei pensando a partir dessa exposição do processo de desqualificação, das fases da fragilidade, dependência e, por fim, marginalização. E eu fiquei pensando se nos estudos e nas pesquisas realizadas, você observou, digamos, uma trajetória não linear, talvez atípica, pensando uma dinâmica de processos de construção de vínculos, reconstrução de vínculos, e não numa única direção, né? E se você observou, quais as dimensões que chamaram mais atenção nos processos inversos? Por exemplo, de uma situação já de uma dependência, né, que se reverte, né? E pensando que ao longo da vida, né, do ciclo da vida, da biografia dos sujeitos, possivelmente há muitos movimentos fragmentados, né, de idas e vindas, né? Então, eu fiquei um pouco curiosa, né, e também fiquei curiosa acerca das entrevistas biográficas, mas acho que a gente pode deixar para depois, para não ficar muita coisa. Mas tem uma segunda questão também que eu estava lendo os textos, olhei as pesquisas, né, realizadas com grupos profissionais, e eu fiquei, desde a aula da primeira sessão, da aula anterior, pensando um pouco. Ah, tá. Posso? Muito obrigada. Não, tudo bem. Então, eu fiquei pensando se, digamos, uma analogia com a pesquisa realizada com grupos profissionais, e isso eu pensei a partir da situação brasileira, a gente poderia pensar também em grupos racializados, generificados, como pensando nos processos de, não como indivíduos ou grupos, essencialmente,
portadores de uma condição específica, mas de indivíduos que pertencem a determinados estatus e estão continuamente expostos a uma situação de maior fragilidade. Então, por isso eu pensei no caso do Brasil, né, dos grupos racializados, generificados, étnicos, de localização, periferia, né, ou grandes centros urbanos ou pequenos, enfim, um pouco as variações, né, em torno disso, pensando exemplarmente a partir da pesquisa dos grupos profissionais. Je vous remercie vraiment de ces deux questions et de ces qui sont vraiment aussi très importantes l'une et l'autre. Je voudrais tout d'abord souligner que, évidemment, si moi j'ai essayé d'analyser le processus de disqualification sociale, cela n'empêche pas qu'on puisse aussi parler d'un processus inverse. Effectivement, l'analyse des liens sociaux permet aujourd'hui aussi d'analyser comment on peut voir un processus de reconquête de liens sociaux. Et ça, j'ai pu le remarquer aussi dans mes travaux. Et je dirais même que c'est une question sur laquelle je travaille actuellement et que je voudrais vraiment réaliser aussi des enquêtes au Brésil, si possible, et dans d'autres lieux encore, sur les questions, sur les stratégies finalement d'ascension sociale, notamment dans les quartiers pauvres. Donc, pour voir comment, finalement, on peut aujourd'hui s'appuyer sur les liens sociaux pour aujourd'hui progresser dans l'échelle sociale et pour sortir des situations de pauvreté. C'est une question que l'on peut tout à fait traiter à partir de la matrice des liens sociaux. Alors, en tout cas, on peut faire l'hypothèse que ça peut tout à fait être des sujets de recherche tout à fait passionnants. Et je dirais même qu'on pourrait le faire très concrètement en essayant d'analyser les aspirations et les stratégies d'ascension sociale dans des catégories populaires qui sont touchées par le processus de disqualification sociale. Donc, on peut tout à fait l'envisager. Moi, ce que j'ai remarqué dans certains entretiens que j'ai pu avoir, dans certains cas que j'ai examinés en France notamment, qu'il y a des possibilités parfois de reconquête de ces liens sociaux lorsque les personnes vont rencontrer des personnes avec lesquelles elles ont automatiquement elles sont dans un climat de grande confiance. La confiance est essentielle. Et parfois, la reconquête, elle part justement d'une rencontre, parfois anodine, mais qui permet de remobiliser, de se redonner des forces, c'est-à-dire de l'intérêt dans la vie. Et donc, il y a parfois eu on a pu constater des processus de sortie de la disqualification sociale, de la sortie de la marginalité, en prenant en compte justement ces cas de rencontres où des liens sociaux ont pu se tisser, un peu par hasard parfois, mais qui ont été l'occasion de remobiliser toute une énergie que l'on avait perdue. Donc, en tout cas, on peut tout à fait envisager ce type de processus inverse à celui de la disqualification sociale. La deuxième question que vous posez est aussi très importante. Bien entendu, il existe aussi dans la société, dans toutes les sociétés, des individus qui sont marginalisés, qui sont rejetés, qui sont, comme on dit aujourd'hui, racialisés. Et vous avez insisté sur cette question-là. Et quand on étudie la situation française, on se rend compte que la société française, qui a tout à fait rejeté l'idée qu'il puisse y avoir différentes races, l'idée de la constitution de la société française, c'était l'idée d'appartenir à une nation qui dépassait les clivages raciaux. On se rend compte qu'aujourd'hui, la société française, malheureusement, est en train de devenir une société peut-être multiraciale, c'est-à-dire qu'une société dans laquelle on voit qu'il y a des individus qui ne trouvent pas leur place tout simplement parce que ce sont des individus qui se sentent racialisés, qui se sentent infériorisés par le fait même qu'on leur attribue une origine ethnique qui les dévalorise et qui les maintient dans une situation de sous-citoyenneté. Donc, ces questions-là,
elles sont évidemment très importantes et je dirais que c'est presque le projet de République française qui dépasse les clivages ethniques et religieux, qui est remis en question en quelque sorte, par cette réalité de la discrimination qui est de plus en plus forte et qui nourrit en plus dans notre pays qui nourrit presque un climat politique qui est favorable à l'extrême droite. Donc, on a aussi, bien sûr, ces questions qui sont très présentes dans la société française et que l'on peut prendre en compte en comparaison aussi, bien sûr, dans d'autres pays et notamment dans la société la société brésilienne. Je voudrais donner un seul exemple. Il m'est arrivé de discuter avec un chauffeur de taxi très récemment et je lui faisais parler un petit peu de la situation brésilienne et qui disait que les problèmes à São Paulo, c'est tout simplement parce qu'il y avait trop de nordestinos qui venaient finalement profiter du bien-être et qui étaient absolument paresseux, qui ne faisaient aucun effort et qui pesaient sur la vie économique à São Paulo. Donc, on voit effectivement un discours extrêmement raciste et d'extrême droite qui se nourrit d'une perception d'inégalité raciale et de non-reconnaissance du principe de citoyenneté dans votre pays. Je pense qu'on va s'arrêter et je vous propose qu'on continue notre échange et je vous retrouverai dans notre petit séminaire et je vous propose donc de vous retrouver mardi prochain où j'aborderai une autre question, celle des luttes sociales. Merci encore à notre excellent interprète. Je crois qu'on peut l'applaudir, hein. Oui, j'ai noté leurs travaux, on va les commenter, donc c'est vraiment formidable.